Infini merci à tous et à chacun de nous être fidèles sur Burkina Info. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, salut à tous et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de votre émission Le Grand Déballage qui reçoit ce jour Maître Bénéwendé Stanislas Sankara, avocat, président de l'UNIR MPS, parti politique au Burkina Faso, qui était donc dans les rangs de la majorité sous Rochma Christian Kaboré. Bénéwendé Sankara, bonsoir. Bonsoir Ismaël, bonsoir à tous. Bienvenue sur le plateau de l'émission Le Grand Déballage. Comment va Bénéwendé Stanislas Sankara? Bénéwendé Stanislas Sankara se porte comme la grande majorité des Burkinabés, c'est-à-dire angoissé, partagé entre le pessimisme, le désespoir et le doute. Maître Sankara se porte comme tout Burkinabé normal dans la peur du lendemain. La peur du lendemain. Tout à fait. Des angoisses, le pessimisme, est-ce parce que vous avez perdu les avantages liés à votre ancienne fonction de ministre de l'habitat et des villes du Burkina Faso? Non, Ismaël. J'ai dit tout à l'heure, comme tout Burkinabé normal, dans ce contexte, je crois que si vous apprenez que plus de 2 millions de personnes sont sans abri, sont des déplacés, sinon des exilés dans leur propre pays, et plus de 60% sont des femmes et des enfants. Imaginez sous cette pluie comment ces humains vivent. Si tous les matins, les informations qu'on vous livre, ce que les médias nous apprennent, ce sont des tueries en masse dans des contrées de Burkina Faso, je crois que même si on a une santé débordante physiquement, on est atteint. Cette situation ne vous surprend pas, vous en êtes co-responsable, puisque vous avez soutenu un pouvoir qui a connu tous ces événements. J'ai souvent dit que les attaques terroristes ont une cause. Il faut remonter et interroger l'histoire pour connaître les causes, surtout si nous voulons lutter contre le terrorisme, s'attaquer aux causes, aux vraies causes, au lieu de nous apitoyer sur les manifestations. Parce que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, ce sont les manifestations. Mais le terrorisme a pris racine il y a longtemps. Et c'est effectivement après l'insurrection, quand le Burkina Faso a renoué avec une démocratie parfaite, applaudie d'ailleurs par l'Afrique et le monde, que ces attaques ont commencé. Donc, vous comprenez que le président Rochma Christian Kaboré n'a pas pu, pendant son mandat, et le mandat même renouvelé, repousser l'ennemi qui aujourd'hui a pris, j'allais dire, le dessus sur la démocratie, sur les institutions. Ah, vous pensez que c'est le terrorisme qui a pris le dessus sur la démocratie et les institutions? La preuve, c'est que nous assistons depuis le 24 janvier à un coup d'État militaire dont la justification se retrouve dans ce qui a été appelé, en tout cas, expliqué comme étant l'incapacité du pouvoir de M. Rochma Christian Kaboré et de ses alliés comme nous autres à relever le défi sécuritaire. L'armée a déclaré avoir pris ses responsabilités, en tout cas les putschistes l'ont dit clairement. Est-ce que vous pensez que c'est une manière pour eux vraiment de prendre leurs responsabilités que de renverser la démocratie? Je crois que c'est un véritable gâchis. Pour preuve, le général Semporé, c'est un ministre du président Rochma Christian Kaboré. Et c'est lui encore qui est à la manœuvre, à la tête donc de la défense. Le plan sécuritaire, la stratégie sécuritaire a été adoptée, me semble-t-il, sous d'abord le Premier ministre, Christophe Dabiré.
Et cela a été réédité sous le Premier ministre Zerbo. Et je ne vois pas, sous la présidence donc de M. Damiba, quelle autre stratégie est en train d'être appliquée. La preuve, après Inatan, nous avons connu, et on connaît toujours aujourd'hui, des attaques monstrueuses. Certains parlent de Seitenga notamment. Pour vous, Seitenga, c'est le Inata de Damiba? Bien sûr, mais après Seitenga, il y a eu d'autres attaques. Et même au moment où je vous parle, des hommes et des femmes sont en train de tomber avec des FDS. Donc vous comprenez que ce n'était pas, pour moi, nécessaire d'aboutir à un coup d'État, si tant est que la justification et l'explication résidaient dans comment repousser l'ennemi terroriste. Alors vous avez dit que c'est un gâchis. Le gâchis pour vous, c'est à quel niveau ce coup d'État? Le gâchis pour moi, c'est parce que le Burkina Faso, post-insurrectionnel, a été perçu par la communauté internationale, notamment par les Africains, qui ont applaudi l'insurrection populaire comme étant un exemple de soulèvement populaire qui corrobore les aspirations des populations en vue d'un changement. Et rappelez-vous qu'après Inatan, le discours du président Roch-Marc Christian Kaboré, c'était le changement de paradigme. Et c'est ça qui a expliqué justement que l'on change de gouvernement avec une nouvelle façon de voir et une meilleure responsabilisation de l'armée, dont le président Damiba lui-même occupait des postes très importants. Donc pour vous, le coup d'État n'avait pas lieu d'être finalement? Mais comment pouvez-vous expliquer qu'en 2011, il ait eu la plus grave mutinerie du Burkina Faso, avec des massacres de soldats dans les casernes, et il n'y a pas eu de coup d'État? Comment vous pouvez expliquer cela? Et qu'aujourd'hui, on dise, face à la montée du terrorisme, il faut faire un coup d'État. Voilà pourquoi je disais qu'il fallait plutôt voir les causes fondamentales au lieu de regarder les manifestations. Donc pour moi, le gâchis, c'est parce que 5 mois après, le Burkina Faso, comme je le disais au début, les Burkinabés sont dans le découragement total. Vous êtes dans le découragement, mais certains aussi soutiennent quand même le président Damiba de la transition. Non, le soutien est expliqué par son discours qu'il a prononcé pour la première fois. Oui, certains même ont trouvé que vous, Maître Sankara, votre réaction après le coup d'État, c'était une manière de soutenir Damiba dès le début. Non, nous avons dénoncé le fait qu'on ait dissous les institutions. Nous avons exigé la libération immédiate et sans condition du président Roch-Marc Christian Kaboré. Nous avons dit de consolider les acquis insurrectionnels. C'est écrit dans nos déclarations du 29 janvier. C'est clair. Nous avons dit que le président Damiba a tenu un discours de fermeté. Nous avons dit, dans la mesure où le président Roch-Marc Christian Kaboré a rendu sa démission, les institutions étant dissoutes, il n'y avait qu'à prendre acte. Et oui, ce n'est pas nous seulement qui l'avons dit. Mais une manière pour vous de valider le coup d'État militaire. Non. Oui. Quand on dénonce... Si vous avez des principes démocratiques, vous avez des principes, vous dites je suis contre un coup d'État, quel que soit l'argument qui a prévalu au coup d'État, vous ne devez pas l'accepter. À l'UNIR MPS, quand nous disons que nous sommes contre, nous combattons. C'est ce qu'on a fait en 2015, quand il y a eu la tentative de coup d'État de Guinguéré, de Gilbert Guinguéré. À l'époque, on était en pleine campagne. Nous avons transformé toutes nos structures de campagne en structures de combat contre le putsch. Interroger l'histoire. Et nous avons été aux avant-postes. Pour la simple raison que quelqu'un a résisté. C'était le président de l'Assemblée nationale qui, constitutionnellement, continuait le combat. Mais dans ce contexte du 24 janvier, il n'y avait plus rien. Ah, vous voulez dire que le président Bala Sakandé de l'Assemblée aurait dû résister à ce coup d'État? Oui, il aurait dû.
S'il l'avait fait, vous l'aurez soutenu finalement à travers des manifestations. Bien sûr, bien sûr. Vous étiez en contact. Est-ce que vous lui avez proposé de faire cela? C'est ça la démocratie. Oui. Il était dans une cachette, moi je ne sais pas où il était. Donc c'est ce qui vous a fait baisser les bras. Mais on baisse les bras quand le rapport de force n'est pas en votre faveur. Quand le président Damiba dit que celui qui est fort n'a qu'à faire son coup d'État, ça veut tout dire. Moi, je n'ai pas les armes. Je n'ai que mes arguments. Je n'ai que la démocratie. Et si à la liberté, je jouis de cette liberté pour m'exprimer. Mais si je n'ai pas cette liberté... Alors, en novembre 2021, revenons un peu dans l'histoire. Quand il y a eu des manifestations contre le pouvoir de Roch Kaboré, vous étiez l'un des rares à dire clairement qu'il fallait mettre les jeunes officiers dans des postes de responsabilité. Alors, quand cela a été fait, la suite, on la connaît, coup d'État militaire. Est-ce que vous avez des remords pour avoir proposé cela à Roch Kaboré? Je n'ai pas de remords, mais je renvoie la question à la jeunesse d'aujourd'hui. Est-ce que cette jeunesse que nous applaudissons, cette jeunesse que nous encourageons, que nous formons, mais que nous formons à la démocratie et aux valeurs de liberté, de bonne gouvernance, comme vous le dites. Cette jeunesse qui se retrouve dans les partis politiques, dans les OSC, et qui est le présent et l'avenir de ce pays-là, est-ce que cette jeunesse mérite justement d'être comparée à cette attitude de putschiste? Ce n'est pas ce que nous faisons dans nos partis politiques. J'ai l'impression nous n'enseignons jamais dans un parti politique. J'ai même l'impression que vous n'avez pas compris ma question, M. Sankara, puisque en novembre, quand je vous avais reçu, quand c'était chaud, il y a eu Inata, il y avait la montée en puissance des manifestations. Je vous ai bien compris. Oui. Vous avez été l'un des rares à dire à Roch Kaboré de nommer des jeunes officiers à des postes importants. Et Roch Kaboré l'a fait, y compris le président Damiba. C'est ce que je vous ai même dit au début. Oui. Après Inata, l'UNIR MPS a fait une déclaration pour dire en substance qu'il faut secouer le cocotier et faire monter les jeunes. Les jeunes ont effectivement accédé à des postes de responsabilité très importantes comme responsabilité. Et pour payer M. Rochmal Christian Kaboré, c'était en monnaie de singe par ce coup d'État. C'est ça. Donc il a eu tort de faire confiance à ces jeunes-là. Vous pensez qu'il a eu tort de faire confiance à ces jeunes officiers? Il n'a pas eu tort, je crois. Je crois que celui ou ceux qui ont eu tort, c'est cette jeunesse-là à qui on a eu confiance. Je pense. Parce que quand vous avez confiance à quelqu'un et que la personne se comporte comme ça, c'est de la trahison. Le coup d'État, on l'a vu. Après, donc, il y a eu la cérémonie d'investiture, la cérémonie de prestation de serment. Comment vous, M. Sankara, juriste de son État, vous avez vécu ces événements au Burkina? Eh bien, ce n'est pas moi seul qui l'ai dit, hein. Ce n'est pas moi seul qui l'ai dit. Paix à l'âme du juge exemplaire Kambou. L'ancien président du Conseil constitutionnel. Qui, heureusement, n'a pas été dans ce théâtre. Ah, c'est un théâtre pour vous? Ah, pour moi, c'est un théâtre. Ce n'est pas moi seulement qui le dis. Beaucoup de juristes avisés ont dit que c'était une gymnastique, une prouesse pour essayer de donner une base légale au coup d'État. C'est pas moi seul qui le dis. Est-ce pour vous une manière pour le Conseil constitutionnel de constitutionnaliser désormais les coups d'État militaires au Burkina? C'est la question qui a été posée au procès du président Thomas Sankara. Vous savez bien que l'exception d'inconstitutionnalité avait été soulevée par les avocats de la défense pour que le tribunal réponde exactement à cette question. Mais le juge estime qu'on ne peut pas constitutionnaliser une atteinte à la sûreté de l'État. La Constitution tout de même a été rétablie. Oui, mais est-ce qu'elle fait foi en termes de documents fondamentaux? Non, je crois que si on respectait la plénitude de la Constitution, aujourd'hui, on n'allait pas avoir affaire à un pouvoir militaire. Ce n'est pas possible. On aurait dû avoir affaire à quel Non, type c'est de de la mascarade. C'est de la mascarade. Nous sommes dans un état d'exception, avouons-le. Un état d'exception militaire. Et comment vous vivez cet état d'exception militaire, M. On essaie tant bien que mal de s'adapter, puisque déjà quand on vous dit, écoutez, vous les partis politiques, évitez tout activisme débordant, bon, vous vous posez des questions, encore qu'on ne vous dit pas qu'est-ce que c'est que l'activisme débordant.
Quand, par exemple, moi, je vais à l'aéroport le 16 juin pour prendre mon avion, on embarque mes affaires, et quelques minutes après, on vient, on me dit, écoutez, Maître Sankara, vous ne pouvez pas voyager parce que vous n'avez pas une autorisation de sortie du territoire national. Ah oui, on vous a dit ça à l'aéroport le 16 juin récemment. Je devrais me rendre à Conakry. Ils ont débarqué ma valise à la dernière minute. Parce que je n'aurais pas eu une autorisation. Est-ce que vous avez été choqué d'avoir vécu ces événements à l'aéroport de Ouagadougou? Je suis plus que choqué. Oui. Parce que je suis un démocrate. Et vous avez parlé tout à l'heure de la Constitution. C'est la mère des libertés. Donc, si on rétablit la Constitution, on doit rétablir toutes les libertés. Est-ce que vous avez demandé auprès de qui vous devez avoir cette fameuse autorisation de sortie du territoire? Moi, je ne savais pas qu'il fallait même demander une autorisation pour quelqu'un qui exerce un métier libéral, une profession libérale, comme la mienne. Je n'ai pas de supérieur hiérarchique en dehors de mon bâtonnier. Et je suis appelé à aller ailleurs pour plaider, exercer mon métier. Je ne m'attendais pas à ça. Est-ce que vous pensez que vos droits ont été violés? Vous allez porter plainte pour cela? Je ne vais pas porter plainte puisqu'on m'a dit que pour sortir, je me suis renseigné le lendemain qu'il faut aller demander une autorisation. Auprès de qui? Je trouve ça absurde. Auprès de qui? On m'a dit d'aller au secrétaire général du gouvernement. On vous en veut par rapport à votre passage au gouvernement? Est-ce qu'il y a des choses qui vous sont reprochées pour qu'on vous empêche de quitter le territoire? Je n'en sais rien. On ne m'a jamais notifié, moi. Depuis que vous avez été... le gouvernement a été... Le 24 janvier, oui. Je n'ai pas mis pied dans mes anciens bureaux. Et vos documents et autres? Mes documents personnels ont été ramassés par mon chauffeur. Et puis, j'avais, avant même les communiqués du gouvernement, remis tout le matériel qui était à ma possession, matériel de service, avec des décharges. Donc, depuis lors, vous êtes au Burkina, vous ne pouvez plus quitter le territoire, Maître Sankara? Je ne sais pas, je l'ai constaté le 16, je ne savais pas. Vous allez essayer encore de repartir? Maintenant, je vais me conformer, puisqu'on me dit de demander une autorisation. C'est pourquoi, pour répondre à votre préoccupation, je dis les questions de liberté dans ce pays, eh bien, c'est une chimère. Et là, vous pensez que là, c'est une remise en cause d'un combat important qui a été mené par le peuple? C'est une j'allais dire une négation. Oui. On a annihilé tout le combat des Burkinabés qui faisait du Burkina Faso un exemple de démocratie. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Le combat mené par les Burkinabés depuis, prenons seulement la 4e République, depuis le retour à la Constitution en 1991, oui. Ce combat-là, un beau matin, a été annihilé par un coup d'État. Pour un démocrate, ce n'est pas acceptable. Parce que s'il y avait des contradictions ou des incompréhensions entre l'exécutif et l'armée, je pense qu'il y avait des mécanismes à travers lesquels on pouvait s'expliquer pour améliorer. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour l'armée? Moi, j'ai fait l'Assemblée nationale. Je sais qu'il y a eu la loi de programmation. On a créé une commission ad hoc que j'ai présidée pour l'armée avec des recommandations. Il y en avait 14 pour améliorer les conditions de vie des soldats. On a fait toutes ces réformes-là pour l'institution militaire. Vous pensez que l'armée a tout eu? Est-ce que vous pensez que l'armée a tout eu? Parce que... Sauf le pouvoir. Ah, l'armée a tout eu sauf le pouvoir. Ah oui. C'est ce qui s'est révélé. Est-ce que si on vous comprend bien, Maître Sankara, oui. Ce n'est pas finalement la guerre qui était la plus grande préoccupation de certains, c'était le pouvoir. Oui. À quel moment vous avez senti que c'est le pouvoir qui a été... C'est maintenant que je le sens. À un moment donné, vous avez parlé de velléités de coups d'État, de tentatives de coups d'État, entre autres. Oui, mais ce qui se dit, mais pour moi, c'est impensable dans une république. Jusqu'à la dernière minute, vous n'y avez pas cru? Pas du tout. Je n'ai pas cru. Des gens m'ont effectivement dit qu'il y a des vérités de coups d'État. Je dis, mais pas au Burkina. On peut comprendre qu'au Mali, il y a eu un coup d'État. En Guinée, il y a eu un coup d'État. Je dis, mais la démocratie burkinabé, les Burkinabés accepteraient mal un coup d'État dans un État post-insurrectionnel. Et c'est ce qui fait... J'ai été peut-être naïf, oui. Mais... c'est ça, la triste réalité. Et le 24 janvier, comment vous l'avez vécu, vous? Je cherchais à comprendre.
Vous avez noté que nous n'avons pas appelé nos militants à déferler dans les rues. En d'autres occasions, on l'aurait fait. Nous avons vu les groupuscules qui sont sortis. Si chaque parti politique membre, ce ne reste que de l'APMP où on est plus d'une centaine, on faisait sortir chaque parti politique, ce ne reste que 10 militants, on aurait au moins le millier. Imaginez ce qui se serait passé. Mais nous avons été responsables pour éviter tout ça et laisser les choses courir. Mais si c'était une mutinerie fondée sur des réclamations, des revendications corporatistes de l'armée, je pense, le général Saint-Paulé lui-même étant militaire et haut gradé, aurait pu être effectivement le relais pour discuter avec l'exécutif. Apparemment, quand on vous écoute, on a l'impression que lui, il a joué un rôle particulier dans cette affaire. Le général Saint-Paulé. Même s'il a joué un rôle passif, oui, ça a été un rôle complice. Complice. Oui, bien sûr. Donc vous ne le dédouanez pas du tout des événements. Comment je peux le dédouaner? Lui qui a été membre du gouvernement auquel moi j'ai appartenu, connaissant les règles de la solidarité, je ne peux pas le dédouaner. Nous sommes tous responsables, co-responsables, tous autant qu'on a été avec Dabiré, avec le Premier ministre Zerbo, oui, avec le président, bien sûr, Roch-Marc Christian Kaboré. Est-ce que c'est le fait qu'il ait accepté de travailler avec les putschistes qui vous fait dire des choses de cette nature? Non, pas du tout. Moi, je pense que quand on est responsable, on va jusqu'au bout de sa logique. Et la logique que je pose ici, comparativement à un coup d'État, commencé par une mutinerie, c'est le fil du dialogue qui aurait pu exister entre les mutins et l'exécutif. Mais j'ai eu l'impression, moi, après analyse, que cette mutinerie, c'est comme on le dit, on fait un petit feu pour éteindre un grand feu, ou l'inverse. Ce n'était qu'un prétexte, un alibi pour en réalité s'emparer du pouvoir. Et vous et les autres ministres, vous avez communiqué ce jour-là. Comment vous avez apprécié l'attitude des uns et des autres? Non, pas seulement avec les ministres. Moi, je suis chef de parti politique. Donc, en tant que parti politique, notamment membre de l'APMP, nous avons essayé, dans le cadre de notre coordination, comme je le disais, de comprendre les faits. Et le 24, on a tous été surpris d'entendre par les médias qu'il y avait prise du pouvoir d'État par les armes. Et nous avons tous suivi à la télévision le communiqué qui a été lu. Est-ce que vous avez tenté de joindre Roch Kaboré, séance tenante, pour savoir où il se trouvait? Le 23, oui. Vous l'avez eu au téléphone? On ne l'a pas eu, mais nous avons mandaté quelqu'un qui devrait le rencontrer pour que nous soyons rassurés, d'abord, de son état d'esprit, de sa santé, et avoir des informations qui conviennent. Mais le 24, on a été véritablement surpris par les différentes déclarations, et je crois que le peuple burkinabé, tout comme nous aussi, on a été devant le fait accompli. Le 24 janvier jusqu'à maintenant, vous n'avez plus eu accès à Roch Kaboré. Mais comment pourrais-je avoir accès à lui? Mais est-ce que vous avez tenté éventuellement après le coup d'État? Je n'ai pas tenté, puisque je sais déjà par les personnes qui ont pu le rencontrer qu'un homme politique, de surcroît un leader politique comme Maître Sankara, n'a pas le droit de voir le président Kaboré. Donc, vous n'avez même pas tenté. Mais par personne interposée, j'ai de ces nouvelles. Vous avez eu de ces nouvelles jusqu'à ce que finalement on voit cette image qui a fait le tour du Burkina et peut-être du continent africain. Roch Kaboré à Kosiam, qui est en face de Damiba, accompagné d'un certain Jean-Baptiste Ouedraogo. Quand vous avez vu ces images, quelle a été votre réaction? J'avoue que ce n'est pas le Roch que je connais depuis des années. Pas du tout. J'ai vu un président diminué et humilié. Diminué et humilié. Tout à fait, tout à fait. Et je pèse mes mots. Oui, vous pensez qu'il a été humilié dans cette affaire-là? Tout à fait, parce que c'est un président, quelle que soit la difficulté, vous le trouverez toujours gai. Mais regardez les images, il n'était pas gai. C'est pas moi qui le dis. Moi, je ne parle pas de sa diminution physique. Je parle de son mental. Parce que le président Roch-Marc Christian Kaboré, c'est un homme qui s'est encaissé.
même dans la difficulté, il transpire toujours la joie. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc vous n'avez pas reconnu le Roch Kaboré que vous connaissez? Non, pas du tout. Regardez les images. C'est comme s'il dissimule, si vous voulez, quelque chose. Et il a un sourire forcé. Donc, audience arrangée ou forcing d'un prisonnier qu'on a train... Le président JBO, je l'ai déjà vu à la manœuvre quand ça tanguait sous le président Blaise Compaoré. Les médiateurs auto-saisis en oui, son temps, oui. Et moi je me souviens qu'à l'époque, j'ai même eu une prise de bec personnelle avec Jean-Baptiste Ouedraogo. Et la suite, on la connaît. Vous pensez que c'est lui qui est à la manœuvre? Oui, mais on a un ministre chargé, un ministre d'État chargé de la réconciliation et de la cohésion, qui s'appelle M. Yero Boli. Lui, qu'est-ce qu'il fait pour que ce soit le président Jean-Baptiste Ouedraogo qui est en train de faire sa part de je ne sais pas quoi? Il y a un problème dans ce pays-là. Quel rôle il peut jouer? Il ne vous inspire pas confiance, Jean-Baptiste Ouedraogo? Non, pas du tout. Jamais. Il ne m'a jamais inspiré confiance. Jamais? Non. Depuis le 17 mai 1983, moi, je suis de ceux-là qui pensent que le président JBO devrait avoir le profil bas aussi. Et cette audience-là, finalement, est-ce que vous pensez que c'est une avancée? Une avancée en soi dans la rencontre des hommes. Je ne suis pas contre cela. Pas du tout. Mais je pense que la réconciliation ne se force pas. Ce n'est pas une camisole de force. La réconciliation doit se faire dans les règles de l'art. C'est la paix des braves, des cœurs. Et s'il n'y a pas ça, quel que soit le sourire qu'on présente à la télévision nationale, c'est comme on le dit, c'est un sourire jaune qui, à la limite, énerve. Est-ce que vous pensez que Roch Kaboré a été surpris par cette visite à Kossia? Bon, j'ai appris cela de votre confrère, c'est possible. Et venant d'une manœuvre, si c'est une manœuvre, ce n'est pas surprenant. Alors, du coup, on se demande, est-ce que la prochaine étape serait Blaise Compaoré? Il semble que Jean-Baptiste Ouedraogo se serait déjà rendu en Côte d'Ivoire. Donc, peut-être que l'étape a déjà eu lieu. Mais ce qui intéresse les Burkinabés, ce n'est pas la foire, ce n'est pas la mise en scène. Les Burkinabés ont véritablement besoin d'une unité nationale, au-delà même de la réconciliation. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Les Burkinabés ont besoin, toutes tendances confondues, d'une synergie d'action pour pousser l'ennemi qui est en train de nous avaler, nous tous, dans nos contradictions. Est-ce qu'il faut aller au-delà des individus? Parce qu'on a l'impression que le jeu se fait actuellement autour des individus. Mais il faut aller au-delà des individus. C'est la nation qui est en péril. Ismaël, je ne sais pas quoi expliquer. Ce n'est plus une question politique seulement. Non. Ce n'est pas pour rien on met au-devant la patrie. La patrie est en danger, elle est menacée. Donc, c'est devenu l'affaire des patriotes, des Burkinabés qui se sentent interpellés d'une manière ou d'une autre et qui veulent se donner la main pour combattre l'ennemi, triompher et refaire la gloire du Burkina Faso. Dans l'opinion, beaucoup pensent que ce sont les acteurs politiques qui sont les plus divisés au Burkina Faso. Mais bien sûr, nous avons déjà même à l'intérieur d'un parti politique des clivages, des contradictions. On n'a plus de projet de société, on n'a plus de leadership. Chacun pense qu'un parti politique, c'est, si vous voulez, une courte échelle. Donc, cette querelle, malheureusement, n'est pas de nature à apporter des réponses aux préoccupations de notre peuple. C'est ce qui fait que les partis politiques ont poussé comme des champions. Et ça continue toujours de se créer, les partis politiques. Ça se crée, oui. puisque des gens les créent. Vous avez des gourous qui ont peut-être 10, 20 partis politiques et qui manœuvrent, si vous voulez, à la souterraine. La politique est-elle devenue une entreprise privée des individus au Burkina Faso, ceux qui ont les moyens financiers? C'est l'impression, oui. C'est l'impression. C'est dommage, mais c'est l'impression. Maître Sankara, 5 mois après l'arrivée au pouvoir de Damiba, quel est le bilan que vous faites de sa gouvernance?
Nous avons, le 29 janvier, comme je le disais, essayé de faire une déclaration au niveau du parti, oui, avec des interpellations. 5 mois après, le parti politique s'est réuni pour apprécier, et nous allons même sortir une déclaration dans ce sens. Mais nous constatons que les grandes déclarations qui ont eu lieu immédiatement après la prise du pouvoir par les militaires, qui avaient quelque peu rassuré les Burkinabés, on s'écarte malheureusement de ce discours-là. À quel niveau? Quels sont les reproches que vous formulez? La preuve. Nous, par exemple, à l'UNIR-MPS, nous avons demandé que les acquis de l'insurrection populaire soient quand même conservés. Puisqu'on parle de restauration, de refondation. De sauvegarde aussi. Et de sauvegarde. Oui. On sauvegarde quoi? Les acquis. Les acquis d'abord, fondamentaux pour les Burkinabés, c'est d'abord la liberté du Burkinabé. Sa dignité, son ardeur et son amour pour le travail. Et je crois qu'aujourd'hui, puisque tout à l'heure on parlait du bâillonnement, donc vous comprenez que les libertés là sont déjà entre parenthèses. On est en train de les biffer. Si vous remarquez également, le Burkinabé aujourd'hui est confronté à l'extrême cherté de la vie. Le coût de la vie est devenu excessivement cher avec des augmentations. On constate que des bailleurs de fonds, des partenaires sont en train de fermer leur robinet. Parce qu'il y a des partenaires qui ne travaillent pas avec des pushistes. Ça aussi c'est connu, c'est pas nouveau. Donc vous comprenez que tout ça c'est un recul. Donc il faut aller vers l'ordre constitutionnel normal. Et en faisant quoi concrètement? En faisant quoi? Il faut simplement que les militaires repartent à la caserne. Actuellement, c'est leur lieu là-bas. Est-ce que ce n'est pas une utopie pour vous de demander ça? C'est une utopie. Que je pose la question. Moi je suis reparti dans mon cabinet. Est-ce que ça me coûte, moi, avocat, de repartir dans mon cabinet? Qu'est-ce qui coûte à un capitaine de l'armée de repartir dans sa caserne? C'est son lieu de travail, de prédilection. Et du coup, le pays, la politique aux politiciens, les armes aux militaires et dans les casernes. Et repartir dans les casernes, et qui va diriger le Burkina? Comment vous voyez le scénario de la Burkina doit être dirigé démocratiquement. Si Ismaël Ouedraogo pense qu'il peut diriger le Burkina Faso, ce sont les Burkinabés qui vont vous élire sur la base de ce que vous pouvez faire pour les Burkinabés et on vous choisit librement. On ne peut pas nous imposer par la baïonnette et penser que les Burkinabés vont suivre. C'est ça le problème. Est-ce que ça dit clairement que vous êtes contre les 3 ans de pouvoir souhaités par les militaires? Pourquoi ils se donneraient 3 ans? Pourquoi? On leur a même pas demandé de prendre le pouvoir, à plus forte raison se donner des délais et des libertés à eux. Donc vous êtes contre? Je suis contre. Et vous ne faites rien pour que ce ne soit pas le cas? On fait rien. Mais qu'est-ce que vous faites concrètement, vous? Ah oui, vous voulez que je vous dise tout? Allez-y, on ne peut pas déballer tout ici. Allez-y, c'est le grand débat. Non, on ne peut pas déballer, on s'organise. Oui, vous organisez. Donc vous allez lutter contre les 3 ans de pouvoir de Damiba? Bien sûr. Ce n'est pas contre les 3 ans de pouvoir de M. Damiba. Non, non, non. Ce n'est pas contre Damiba. Ce n'est pas contre l'armée. Nous luttons pour la démocratie. Nous luttons pour les libertés. Nous luttons pour l'avenir de ce pays-là, pour la paix. Mais les militaires demandent 3 ans pour s'organiser, pour remettre le pouvoir aux civils. Les militaires demandent 3 ans, peut-être plus, je n'en sais rien. Mais nous constatons déjà qu'il y a entorse, en ce sens qu'ils prennent le pouvoir parce qu'ils ont des armes. De deux, ce qu'ils ont dit qu'ils vont faire, ce n'est pas ce qu'ils font. Donc, quelque part, on se pose des questions. Celui-là qui a pris le pouvoir en disant « Je suis venu pour rétablir l'ordre, faire en sorte qu'il y ait l'intégrité du territoire. » Et on constate que ça va de mal en pis. Si vous lui donnez 3 ans, we disappear together. Vous êtes en train de parler maintenant comme Simon Compaoré. Oui. Alors, Beth Sankara, je veux vous entendre sur un élément très important. Est-ce que vous êtes prêt à lutter jusqu'à aller en prison pour la démocratie au Burkina Faso?
Pas la prison. Je pense que je suis prêt à mourir pour ce pays-là. Ah, j'ai déjà fait la prison. Donc vous n'avez pas peur des militaires? Attends, Ismaël, oui. J'ai déjà fait la prison plusieurs fois pour ce pays. J'ai déjà fait ça. Beaucoup se disent qu'il faut avoir peur des militaires au pouvoir. Oui, parce qu'ils ont des armes et ils peuvent tuer. C'est ça la peur. Mais vous n'avez pas peur? Moi, je n'ai pas peur. Je n'ai rien fait pour avoir peur. Et si le jour où j'aurai peur, ce jour-là, c'est que je suis déjà mort. Je n'ai rien fait pour avoir peur. Et si vous commencez des luttes pour la démocratie, on vous dit de vous taire et que ça finit en prison éventuellement? Je pense qu'on s'est déjà suffisamment tué. C'est le moment de parler ou de se taire à jamais. Vous êtes prêt à assumer tout ce qui va avec les autres militants et des responsables des partis politiques? Le peuple burkinabé avec. Ce que je dis, beaucoup de Burkinabés, des millions de Burkinabés le pensent aussi comme moi. Même vous, Ismaël, vous le pensez. Non, vous ne pouvez pas penser à ma place. Ça, au moins, c'est clair. Vous pensez pour vous, pas à ma place. Non. Mais je veux qu'on avance sur le sujet, c'est important, M. Sankara. Le médiateur ou le facilitateur de la CEDEAO était là. Vous l'avez entendu. Est-ce qu'il a cherché à vous rencontrer, vous, parti politique? Non, je crois qu'il a son agenda, il a son programme. Si au moment de rencontrer la classe politique, si ce moment-là arrive, il va nous rencontrer. Mais il est venu, il est reparti sans vous Oui, voir. nous ne sommes pas pour le moment demandeurs. Mais je dis, s'il y a la nécessité pour l'ancien président du Niger de rencontrer la classe politique, il le fera. Au moment où nous parlons, la classe politique sera reçue par le Premier ministre. Mais semble-t-il. Donc ça veut dire que, quelque part, on commence à considérer cette classe politique qui est incontournable. Incontournable. Vous pensez que ça a été une grosse erreur de mettre de côté la classe politique dans les organes de la transition? Ah, bien sûr. Le Mali, tout comme la Guinée, n'ont pas biffé tous les partis politiques. Mais la politique, c'est quoi? Ce sont les idées. Ce sont les idées nourricières des actions politiques qui se mènent. Mais si vous prenez le pouvoir et vous n'avez pas une vision, une feuille de route, la preuve dans les ministères, c'est un balbutiement. Quel est le programme qu'on peut appliquer aujourd'hui dans un ministère donné, si ce n'est pas celui-là du président Roch-Marc Christian Kaboré de son gouvernement? Vous pensez qu'actuellement rien n'a changé au niveau de la gouvernance du pays? Qu'est-ce qui a changé? Moi, je ne vois pas. Bien au contraire, il y a un recul, puisque des projets qui doivent être mis en œuvre sont présentement sous boisseau. Vous entendez aussi les démissions, enfin, oui c'est ça, hein, les révocations avec effet immédiat en Conseil des ministres. Oui. Vous vous dites, est-ce qu'on a besoin ou pas de ces gens de manière de faire? Ça veut dire qu'on remplace une administration par une autre qui est acquise aujourd'hui aux militaires. Mais comme c'est une transition, attendons de voir. Attendons de voir jusqu'à quel niveau? Jusqu'à la fin de la transition. Alors, M. Sankara, je veux vous entendre. Vous avez été ministre de Roch Kaboré. Vous, vos salaires là étaient à combien par rapport à ceux-là qui vous ont remplacé aujourd'hui? Moi, j'avais un salaire en net de 973 323 francs, si je ne me trompe pas. Mais il y avait d'autres avantages aussi. Oui, on avait droit à des bons d'essence. Je crois que c'est 700 000 francs par trimestre. Par ministre? Oui, par ministre. Et puis, des cartes de crédit, je crois 200 000 francs, parce qu'on avait 2 puces par mois. Des avantages. Ça vous a fait quoi de vous réveiller un bon matin, trouver que vous n'êtes plus ministre avec tous les avantages liés? Oh, j'ai poussé un ouf de soulagement de ce côté, puisque je repartais au moins retrouver ma robe d'avocat que j'ai abandonnée. Vous n'avez pas été peiné de ne pas être ministre du tout? Je considérais, moi, la fonction de ministre comme étant un sacerdoce. Parce que le mot ministre veut dire serviteur de l'État. C'est ce que ça veut dire. N'oubliez pas que je suis allé au département en charge du foncier. Et le foncier était perçu comme une bombe sociale qui était prête à exploser. Mais durant mon passage, nous avons tout fait pour désamorcer cette bombe parce qu'on devrait engager des réformes en profondeur dans l'agraire et le foncier.
ceux qui ont suivi le combat que nous avons mené, à l'entame déjà, il fallait arrêter, stopper l'accaparement des terres. Vous avez peur que cela ne reparte de plus belle au Burkina après le coup d'État? Ce n'est pas moi, c'est le peuple du Burkina Faso tout entier qui a quasiment peur des lendemains. Je vous ai dit à l'entame que moi-même, à l'instar de beaucoup de Burkinabés, nous sommes partagés entre le doute et le désespoir. Oui, l'actualité qui a porté sur les salaires des ministres, vous, quand vous l'avez apprise, cette actualité, quelle a été votre réaction? Vous savez, c'est compliqué. En quoi c'est compliqué? En quoi c'est compliqué? Parce que je trouve ça très déplorable. Moi, je ne peux pas, au moment où je vous parle, discuter de salaire avec mon Premier ministre. Du tout. Jamais. Je suis rentré au gouvernement en janvier 2021, quand Christophe Dabiré était là. Il n'est pas mort. Je n'ai jamais discuté un seul instant de salaire avec lui. Jamais. J'ai perçu ce qu'on me donnait jusqu'à quitter. Je n'ai pas signé un contrat de travail avec qui que ce soit. On vous payait donc finalement sur quelle base en tant que ministre? Je pense que c'est sur la base de la loi de 2008, si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas. Et en Conseil des ministres, à aucun moment, vous n'avez demandé des augmentations des salaires ou des rémunérations supérieures? Personne. Je me souviens que quand le Premier ministre Zerbo a été nommé, un de mes collègues ministres a posé le problème du statut du ministre en disant qu'il va falloir y penser pour éviter les dérives. Malheureusement, on n'a pas examiné la question quand le coup d'État est arrivé. Il y a aussi cette loi qui permettait de continuer à payer les ministres 6 mois après leur départ du gouvernement. Vous continuez à percevoir les salaires? Non, nos salaires ont été coupés depuis fin mars. 3 mois après le coup d'État? Oui, les salaires ont été coupés. Depuis lors, vous n'avez plus réclamé quoi que ce soit auprès de qui que ce soit? Non seulement on n'a même pas l'impression d'avoir ce droit, d'avoir des droits, mais je vous dis que je ne vais même pas quitter le pays. Nous sommes pratiquement des parias. C'est comme si nous n'avons pas de droit et qu'on n'a pas servi ce pays. Vous pensez qu'il faut respecter quand même les Burkinabés à ce niveau-là? Moi, je pense qu'il faut respecter tout Burkinabé, de tous bords, que l'on soit grand ou petit. Le problème du Burkinabé, la recherche de la cohésion, de notre solidarité et de la réconciliation commence d'abord par ce respect mutuel entre nous Burkinabés, la considération entre nous Burkinabés. C'est fondamental. Il y a un drame qui a marqué l'opinion, c'est celui donc de Séitenga. Je veux qu'on en parle. Vous, Maître Sankara, quand vous avez appris ce qui s'est passé à Séitenga, quelle a été votre réaction? Parce que beaucoup de Burkinabés ont été touchés par les événements de Séitenga. Il y a eu 2 faits qui m'ont marqué. Le premier fait, c'est les massacres et la façon dont les populations ont été massacrées. Le deuxième fait, c'est quand le chef de l'État est parti par les airs en hélico, bien entouré, et immédiatement après son départ, le peu de l'armée qu'il y avait est parti, laissant les populations à la solde des tueurs. Voilà les 2 images qui m'ont marqué. C'est choquant, très choquant. Mais il y a d'autres images dans d'autres localités. Quand on vous raconte les faits, c'est pire. Mais tous les jours, on nous inonde des hauts faits de guerre. On a tué, on a neutralisé, c'est l'expression utilisée. Les communiqués de l'État-major des armées burkinabées, oui. Pendant ce temps, la réalité sur le terrain, c'est autre chose. Voilà pourquoi je vous ai dit au début que quand on me pose la question, est-ce que je me porte bien? Je réponds, aucun Burkinabé normal ne peut dire au jour d'aujourd'hui qu'il se porte bien. L'armée annonce qu'il y a une montée en puissance des forces de défense et de sécurité du Burkina. Est-ce que c'est le constat que vous faites? Je ne pense pas. Je pense pas. Il y a des efforts qui sont faits.
par les forces de défense et de sécurité. Il y a des zones d'intérêt militaire qui ont été... Oui, il y a des réformes. Oui. Ils ont donné 14 jours pour libérer. Et puis, bon, c'est critiquable. Si vous dites Urbi Orbi, quitter ces zones parce qu'on va bombarder, le tueur aussi, il quitte. C'est une guerre asymétrique. Il vous suit là où vous partez pour mieux vous tuer. Donc, je ne vais pas discuter de stratégie de guerre, de stratégie militaire, mais l'impression des populations, c'est que le terrorisme a gagné du terrain. Il y a des endroits, des localités où les populations, c'est ironie du sort, ont été invitées par les terroristes à revenir s'installer. Vous parlez de quelle localité, par exemple? Non, parce que ça pourrait aussi être considéré comme une affirmation gratuite, M. Sankara. Tiou. Oui. Par exemple. Tiou, à quelques kilomètres de Waïguya. Oui. Je crois que vous connaissez cette localité. Allez-y demander aux populations. Je ne fais jamais d'affirmation gratuite. Vous voulez dire que ce sont les terroristes qui font ce qu'ils veulent du côté de Tiou actuellement? Ils font la loi. Ils font la loi. Ce n'est pas moi qui le dis. Vous m'avez demandé le constat. Je dis voilà des constats. L'armée aussi a souhaité qu'on n'utilise plus des motos dans certaines régions du Burkina et les tricycles. Est-ce que vous pensez qu'une telle mesure peut prospérer? Je vois aussi des communiqués déjà du ministère du Commerce qui interdit certains engins. C'est une bonne mesure, étant entendu que l'ennemi utilise ces moyens pour nous combattre et avancer. Donc il faut effectivement annihiler ces moyens-là pour ne pas permettre à l'ennemi d'en disposer. Je veux vous entendre, vous avez toujours défendu Thomas Sankara et ses idéaux. On a vu aussi lancer ce qu'on a appelé Opération Manamana. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Pour dire vrai, puisque c'est le grand déballage, le ministre de la Jeunesse m'a téléphoniquement approché pour dire, voilà, c'est une opération sankariste. J'ai dit oui. On oublie que moi, quand j'étais ministre en charge de l'urbanisme, c'est la première action que nous avons lancée. Et le dossier, il a été porté en conseil de ministres. Et on a mis une commission pour étudier le mode opératoire en amont et en aval. Parce que, Ismaël, et pour ceux qui nous suivent, quand vous ramassez ces saletés-là, avec les braves dames en vert, avec... la Brigade Verte et les jeunes, certaines jeunes associations qui accompagnent le gouvernement. Et surtout les membres du gouvernement, et ceux qui sont dans les ministères, qui ont des artères. Après, il faut traiter les déchets. Ça coûte excessivement cher. Il faut faire des études. Sous la Révolution, c'était une adhésion spontanée, enthousiaste des populations. C'est ça qui me pose problème. Est-ce que nous arrivons avec ce gouvernement, avec ces militaires, à obtenir à ce stade une adhésion enthousiaste et populaire pour faire des opérations mana-mana au moment où on cherche même à vivre? Vous pensez que ce n'est pas opportun? Je n'ai pas dit que ce n'est pas opportun. Pour moi, les questions de développement ne doivent pas s'arrêter. C'est ce que le président Roch-Marc Christian faisait. Il faisait des routes pendant qu'on est en guerre, par exemple. Donc on pourrait dire que le président Damiba balaye les routes quand on est en guerre aussi. Oui, mais je pense que lui-même, il a laissé dire. L'idée, ce n'est pas que le président Damiba ou ses ministres se mettent à balayer les rues. L'idée, c'est est-ce que derrière eux, vous et moi, toutes les populations là, on a la tête à balayer nos maisons, nos portes et les rues. Depuis que ça a commencé, vous n'avez jamais participé à cette... C'est ce que j'étais en train de vous expliquer. Oui. Pour participer, moi je pense, il nous faut un certain nombre de conditions. Si on avait été associé au mode opératoire, nous aurions pu donner, en tant que parti politique sankariste, qui fait de ce point-là un élément de son programme, des avis, des suggestions pour améliorer. Mais nous n'avons pas été véritablement associés. Donc, à ce jour, on ne se sent pas concerné. Moi, je balaie ma cour, je balaie même la devanture de ma maison, je fais ce que je peux, mais pour une opération d'envergure qui peut engager mon parti,
pour avoir une plus-value, je pense qu'en ce moment, ça se discute. Mais je ne suis pas contre l'opération Manamana, pas du tout. J'applaudis et je vous dis même que j'ai été dévancié dans l'opération Manamana à plusieurs titres. Alors vous avez vu le président Damiba himself, comme on le dirait ainsi, donc aller montrer l'exemplarité de cette activité, de cette initiative. Mais quelqu'un a dit qu'il pousse des brouettes alors qu'on lui demande de pousser des canons. Non, ce n'est pas quelqu'un qui a dit. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Qu'est-ce que vous dites? Moi, je pense qu'effectivement, on a besoin d'avoir de la sécurité, de la paix, et on aura le temps de se faire Manamana. Vous avez dit aussi en partie tout à l'heure, vous êtes contredit il y a quelques minutes en disant que le développement ne doit pas s'arrêter parce qu'on fait la guerre. Non. Le développement ne doit pas et ne peut même pas s'arrêter. La preuve, c'est que pour aller à la guerre, il faut manger. Ou bien, pour aller à la guerre, il faut manger. Alors, mais si le président Damiba avait donné un exemple, comme on l'a vu ailleurs, je vois par exemple l'Ukraine, le président ukrainien qui va au front. J'ai vu au Tchad les différents présidents aller au front. Vous voulez que Damiba aille rester au front ou bien qui... C'est ça l'exemple. S'il donne l'exemple dans l'opération Manamana, il donne aussi l'exemple sur le front parce qu'il est militaire. Mais toutes les fois que les zones ont été attaquées, où il y a des victoires qui ont été obtenues... Mais il va après pour consoler. On lui dit d'aller avant. Ismaël, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Allez-y, on vous écoute parce que quand ce que vous dites, toutes les fois qu'il y a eu à Bourzanga, il est parti, il a même décoré des soldats, il est parti au niveau du Garci de la boucle de Mouhoun, il a été aussi à Seitenga pour parler aux populations. Ismaël, c'est vous qui avez pris l'exemple du président Damiba en train de balayer les rues. Je dis c'est bien, je l'applaudis. Je dis mais dans le même sens, il peut donner l'exemple au front. En y allant. Et vous me donnez des exemples là où il est parti consoler des blessés, des victimes, des gens qui sont en train de pleurer. Et quand il y va, après son départ, les militaires qui l'ont accompagné là aussi décampent. Mais s'il partait avant pour attaquer l'ennemi et donner l'exemple, nous avec, c'est pas pour rien qu'on a créé une BVDP. D'ailleurs, les brigades de vérification... Cette idée existait déjà de créer une brigade, un ensemble pour coordonner les VDP, tous ceux qui s'impliquent. Certains vous disent clairement qu'en 1984, cela existait sous la Révolution. Ah, si, parce qu'il y avait le secrétaire général des CDR. Et c'est ça le patriotisme. Alors, Beth Sankara, vous voyez le Burkina aujourd'hui, le président nigérien Mamadou Issoufou a dit qu'on a perdu 40% du territoire. Le porte-parole du gouvernement parle de 2/5 du territoire. Vous avez espoir que le Burkina puisse recouvrir l'ensemble, l'intégrité territoriale d'ici à combien de temps? Oui, si on n'a pas d'espoir, on ne va pas lutter. Non. On est aujourd'hui dans un pessimisme, c'est vrai, on est dans le doute, c'est vrai, mais l'espoir est permis. C'est cette flamme-là qu'il faut entretenir, raviver et faire en sorte que l'ensemble des Burkinabés, à l'unisson, dans une cohésion, soutiennent les forces de défense et de sécurité dans cette grande épreuve. C'est ça la grande priorité. Les autres questions, dès lors que nous allons recouvrer nos 2/5 ou les 40%, en ce moment, on aura toute la latitude pour faire ce que nous voulons de ce pays-là. Est-ce que vous souhaitez rencontrer le président de la transition Damiba? À quel titre? En tant que responsable politique, peut-être pour lui donner des conseils. Je pense qu'il nous a déjà rencontrés à son initiative. Et ce jour-là, je crois, à moins d'1 heure, il nous a simplement dit, c'est vous, politiciens, qui êtes responsables de tout ce qui arrive. Deuxièmement, je vous interdis de quitter le périmètre de Ouara sans autorisation. Donc pour moi, d'ailleurs, quand je voyageais, et puis je ne pensais plus à une autorisation, je crois que c'était levé. Et puis, troisièmement, je pense que si on a besoin de vous, on ne va pas hésiter. Donc il vous a menacé, en fait, dès qu'il vous a rencontré pour la première fois? Ah ben, je ne sais pas si c'est une menace ou c'est le ton militaire ou le ton du pouvoir qui est comme ça. Moi, je ne sais pas, je n'ai jamais... Mais est-ce que vous avez répondu ce jour-là en face de lui ou bien vous n'avez pas trouvé opportun de le faire? Non, nous avions des porte-paroles, nous nous sommes exprimés, on a posé des questions de compréhension et tout. Mais il a dit quand il aura besoin de nous, il nous fera appel.
Donc on attend. Alors, c'est fini. Et puis, non, c'est pas fini. Puisque nous existons en tant que force politique. Et nous continuons, sans être dans un activisme débordant, à animer nos partis politiques, à nous organiser comme on peut, dans un contexte très difficile. La dernière question que je vous pose, parce qu'on est en fin d'émission, est-ce que vous avez peur de la confiscation du pouvoir par les militaires pour des années durant, pour de longues années au Burkina? C'est possible. Hein? Je vois déjà au Mali comment ça se dessine. C'est regrettable. On a vu avec la Mizana, pour un cas conjoncturel, ça a été structurel pendant 14 ans. Sait-on jamais? Mais est-ce que la classe politique va se laisser faire? Non et non. On ne laissera pas faire parce que la classe politique, ce qui la caractérise, ce sont ses aspirations fondamentales à la liberté, à la démocratie et à la bonne gouvernance. On s'arrête là pour aujourd'hui. Merci. Pour vous reprendre. C'est gentil. Merci beaucoup, M. Sankara. Merci d'avoir accepté l'invitation de Burkina Info. C'est un plaisir, M. Ouedraogo. Plaisir partagé. De toute façon, c'est le même plaisir partagé avec tous les invités qui passent sur ce plateau. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, ainsi prend fin ce rendez-vous. On se dit à la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir chez vous.